Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. C'est un très grand plaisir pour moi d'accueillir aujourd'hui à Luxembourg le président du Conseil européen, Antonio Costa. Je l'accueille évidemment comme président du Conseil, c'est en fait mon chef au Conseil européen, mais je l'accueille aussi en tant qu'ami de longue date, puisqu'il y a plus de 20 ans, nous étions ensemble, ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur par la suite. Nous nous sommes rencontrés à de maintes reprises, même quand je n'étais pas en fonction politique, et aussi dans ses fonctions antérieures, en tant que Premier ministre du Portugal, c'était toujours un grand ami du Luxembourg. Et donc, c'est un ami, mais aussi un président que nous accueillons aujourd'hui ici. Merci d'être là, Antonio. Nous avons aujourd'hui, dans la tournée des capitales que fait le président Costa, préparé la rentrée. C'est la rentrée des classes à Luxembourg cette semaine. C'est aussi la rentrée politique au niveau européen, dans tous les pays. Et donc, je trouve que c'est extrêmement important de préparer cette rentrée. Pour Luxembourg, dans une perspective européenne, il est nécessaire de rappeler que le monde est dans une situation assez complexe. Vous suivez cela tous les jours en tant que journaliste. On a des guerres terribles au Moyen-Orient et en Russie, en Ukraine, suite à l'agression russe. Nous avons un repositionnement de la nouvelle administration américaine face au reste du monde. Et donc nous sommes fortement convaincus qu'il faut une Europe forte, une Europe souveraine. Souveraine ne signifie pas qu'on peut tout faire ensemble, mais c'est une Europe qui doit croire en elle-même, en ses valeurs, en ses compétences, en ses citoyens. Et donc pour nous, cela signifie qu'économiquement, nous devons tout faire pour que l'Europe puisse développer les talents, pour que nous puissions produire ce dont nous avons besoin, et donc tout ce qui peut conduire à une compétitivité accrue de nos entreprises nous semble intéressant et important. C'est développer l'agenda de simplification administrative. Ça ne doit pas être simplement une déclaration politique, mais regarder concrètement ce que propose la Commission européenne sous l'impulsion du Conseil européen à cet égard, et souhaiter que cela, dans les différentes formations du Conseil, mais aussi au Parlement européen, puisse voir le jour. Tout cela, nous souhaitons que cela se fasse plus rapidement que cela a été le cas dans le passé. Nous souhaitons aussi que le marché unique soit renforcé. Le Luxembourg connaît bien l'importance du marché unique puisque nous importons beaucoup de choses, nous exportons beaucoup de produits et services, mais nous voyons aussi en tant que citoyens qu'il reste de nombreux obstacles. Et donc renforcer le marché unique, qui est quand même l'une des grandes réalisations de l'Europe, sera important pour le développement économique et donc social de nos concitoyens. Et donc, j'ai aussi transmis ce message au président Costa. Dans ce contexte, le Luxembourg reste évidemment très attaché aux acquis de Schengen, pas simplement parce que Schengen est un village qui est au Luxembourg, à la frontière entre la France, l'Allemagne et le Luxembourg. C'est déjà très symbolique en soi, mais c'est surtout parce que la vie de nos concitoyens, la vie de nos entreprises en dépend, pas simplement dans notre région, mais aussi dans d'autres régions d'Europe. Et donc, nous resterons un avocat de Schengen et nous espérons que bientôt, Schengen redevienne une réalité. Sur la situation géopolitique, permettez-moi simplement de rappeler que le Luxembourg continuera à soutenir tous les efforts européens pour défendre l'Ukraine. Ensemble, nous sommes plus forts. Et il est évident que l'Ukraine se bat non seulement pour sa souveraineté, mais elle se bat aussi pour les principes auxquels nous croyons. Le Luxembourg a été envahi à 2 reprises et nous sommes très reconnaissants aux Américains, aux alliés qui nous ont libérés. Et nous savons que quand on est agressé, quand on a été envahi, on a besoin d'amis. Eh bien, si nous voulons que l'Ukraine ne soit pas un précédent pour d'autres pays européens, je crois que nous avons tout intérêt à soutenir militairement, diplomatiquement, financièrement l'Ukraine dans les semaines à venir.
Et si je retiens une leçon de nos nombreuses réunions de travail pendant l'été, dont une qui a été convoquée à votre initiative, Monsieur le Président, ça nous a unis encore plus fort. C'était des vidéoconférences, mais nous étions très unis. Nous étions unis autour du président Zelensky et je crois que l'Europe a un rôle important à jouer. La même chose vaut pour le Moyen-Orient. Nous sommes choqués évidemment par les attentats du 7 octobre, mais nous sommes aussi très choqués par les images que nous voyons tous les jours à Gaza. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement luxembourgeois a décidé d'aller en direction de la reconnaissance de l'État de Palestine. On fera la déclaration officielle lundi, je la ferai à New York, mais je veux dire et redire ici que ce n'est pas un acte contre le peuple israélien et ce n'est pas un acte contre les Juifs en Israël et dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé hier soir le président de la République d'Israël, Isaac Herzog, pour lui expliquer le contexte dans lequel nous prenons ces décisions. Le Luxembourg est et restera un ami d'Israël. Nous avons reconnu l'État d'Israël après sa création en 1948. Nous mènerons un combat fort, comme nous l'avons toujours mené, contre l'antisémitisme à Luxembourg et ailleurs en Europe. Mais en même temps, nous souhaitons que les deux États, les deux peuples, puissent vivre en paix l'un à côté de l'autre. Et c'est dans ce contexte que c'est bien que nous en discutons aussi au niveau européen, puisqu'ensemble, comme en Ukraine, nous voulons que les valeurs et le droit international soient respectés. Et l'Europe est un continent de valeurs, est un continent né sur base d'un traité et du droit international, et nous voulons que ce droit, ces valeurs, soient vécus dans le monde entier. C'est notre devoir, c'est parfois un chemin difficile, mais nous sommes heureux de partager cela avec toi, Antonio. Et donc, encore une fois, merci d'être venu à Luxembourg. Merci d'écouter les grands et les petits. Et j'ai toujours trouvé cela très impressionnant au Conseil européen. Ce n'est pas la taille du pays qui vous permet de parler plus sous votre présidence, mais vous écoutez les uns et les autres, vous essayez de tenir compte des uns et des autres, et nous apprécions beaucoup cela. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour. Tout d'abord, je veux remercier Monsieur le Premier ministre, mon cher Luc, ton accueil, toujours sympa, toujours amical, ici au Luxembourg. Comme tu as dit, on se connaît depuis plusieurs années, et j'oublierai jamais que la première fois que j'ai participé à une réunion du Conseil, c'était précisément ici, novembre 99, ça veut dire les siècles précédents. Et donc, je resterai toujours très attaché au Grand-Duché de Luxembourg. C'est essentiel dans l'Union européenne préserver notre nature. Et notre nature, c'est une nature des États membres, des différentes nations, diverses et unies, et où la voix de tous compte exactement de même au sein du Conseil européen. Et c'est pour ça que cette visite aux capitales, dans cette rentrée politique, sont pour moi très importantes, pour que c'est l'opportunité que j'ai de parler face à face avec tous les leaders, les écouter, prendre note de ses priorités et commencer à bâtir l'unité qu'il nous faut toujours bâtir à 27. Et le Luxembourg, ce n'est pas seulement au cœur de l'Europe, on peut même dire que le Luxembourg, c'est l'âme de l'unité européenne. Et donc, sa voix, sa contribution au long de l'histoire a été toujours décisive et reste décisive pour bâtir notre Europe. C'est clair quelles sont les priorités. On doit renforcer notre compétitivité et on doit renforcer notre sécurité collective. Et les deux vont ensemble, parce que sans une économie solide, sans des entreprises compétitives, sans la création des emplois dignes, c'est impossible
de soutenir et renforcer notre sécurité collective. Et d'un autre côté, personne n'investira en Europe. Ce ne sera pas possible de tenir notre économie si on ne rassure pas une paix durable et la sécurité pour nos citoyens. Donc il faut travailler main dans la main dans ces deux objectifs. Et pour ça, pour la compétitivité, c'était essentiel de renforcer les meilleurs atouts de notre Union, que c'est le marché intérieur. Et pour que le marché intérieur fonctionne bien, il faut préserver Schengen. Pas seulement parce que c'était une vierge luxembourgeoise, mais parce que Schengen, c'est un des symboles de ce que ça représente pour les citoyennes et les citoyens, la liberté de mouvement, une des libertés essentielles de notre Union. Mais il faut travailler plus dans le marché intérieur. Compléter l'union d'investissement et des capitaux. Travailler sur les télécommunications, le marché de l'énergie, tout ça c'est essentiel. Et les crises qu'on a vécues, notamment dans le domaine énergétique, est clé pour démontrer qu'il faut le faire et assez tôt que possible. L'Europe doit maintenant affronter un cadre international vraiment difficile. La paix en Europe est en risque avec la menace russe. Il nous faut faire face à l'instabilité des relations transatlantiques et il nous faut faire face aux défis commerciaux que la Chine et d'autres nous posent. Et pour ça, on doit à la fois investir plus dans notre défense, stabiliser les relations transatlantiques et en même temps développer des accords de commerce qui puissent nous donner un réseau stable de commerce au monde. On est une économie fortement exportatrice, on est vraiment une puissance commerciale et donc c'est sur ça aussi qu'on doit bâtir la croissance de notre économie et le renforcement de notre compétitivité. Et pour ça, évidemment, il nous faut compatibiliser nos efforts pour renforcer notre compétitivité avec les responsabilités qu'on a vis-à-vis les générations de la nouvelle génération et l'avenir de l'humanité, de conduire un combat ferme contre le changement climatique, en prenant compte aussi des contraintes que ça nous pose pour nos entreprises et aussi les défis que ça nous pose pour les citoyens chaque jour. Et c'est une des raisons pour laquelle, dans les prochains Conseils européens, on aura toujours dans l'ordre du jour un point sur un sujet qui concerne directement le quotidien des citoyennes et des citoyens, en commençant déjà en octobre avec le logement comme un débat qu'il faut faire aussi au niveau européen, parce que c'est essentiel à notre cohésion, mais c'est aussi essentiel pour qu'on puisse avoir une économie compétitive avec les meilleurs recrutements, et notamment les jeunes, chez nous, et avec confiance dans son avenir. Merci beaucoup, Luc, mon cher ami, pour ces rencontres. Merci, Antonio. On va prendre deux questions, parce que nous avons un autre rendez-vous important cet après-midi. Nous allons ensemble à l'école européenne. Oui, je vais juste vous dire, nous estimons qu'il est important de parler d'Europe. C'est pour ça que nous souhaitons rencontrer des jeunes cet après-midi. C'est pour ça que nous allons à l'école européenne, pas pour visiter l'immeuble, mais pour parler avec les jeunes. Alors, question. Oui, allez-y. Je voulais se poser une question par rapport à la Palestine. Vous avez évoqué la reconnaissance, mais on n'a pas parlé maintenant, vous deux, vous n'avez pas parlé des sanctions éventuelles. Ursula von der Leyen a dit que l'Union européenne allait faire ce qu'elle peut faire sans l'unanimité de tous les États. Et faute de sanctions européennes, en plus, la commission de surveillance du secteur financier luxembourgeois a ouvert le marché européen à la vente de dettes israéliennes en Europe, ce qui est un peu
controverse par rapport à justement vouloir faire de la pression sur Israël. Là, on leur ouvre le marché pour vendre de la dette. Donc, est-ce que vous pouvez dire quelque chose par rapport aux sanctions? Quelles sanctions seront possibles et faites au niveau de l'Europe? Tu veux commencer? Non. Eh bien, tout d'abord, il faut dire qu'on a une position très ferme dès le 7 octobre 2023. L'attaque terroriste de Hamas, c'est tout à fait inacceptable, intolérable. Hamas est une entité terroriste qui n'a pas le lieu dans l'avenir de la Palestine. On a reconnu le droit d'Israël à la self-defense, légitime défense, même en dehors de son territoire. Et on a demandé, et on demande encore, la release immédiate de tous les otages qui restent dans les mains de Hamas. En disant ça, on a depuis plusieurs mois dit clairement à Israël qu'il faut arrêter, il faut faire le cessez-le-feu, il faut laisser rentrer l'aide humanitaire aux Palestiniens. On a ajouté que la tragédie humanitaire qui est en place maintenant à Gaza, c'est tout à fait inacceptable, ainsi que le développement des colonies illégaux en Cisjordanie. Malheureusement, nos amis israéliens ne nous ont pas écoutés. En disant, pas nos amis israéliens, le gouvernement israélien ne nous a pas écoutés. Et on ne peut pas rester aveugle devant la réalité. Donc, comme le Premier ministre a bien dit, a rien à voir avec les Juifs, a rien à voir avec le peuple israélien, il n'a rien à voir avec Israël, il a seulement à voir avec ce que ces gouvernements israéliens est en train de faire. Et on ne peut pas ajouter à les responsabilités qu'on a accumulées depuis des siècles d'antisémitisme, la responsabilité de passivité devant la tragédie qui est en cours à Palestine. Et donc, il faut agir. Je salue le courage de la Commission européenne d'avoir présenté cette proposition. Je sais que pour plusieurs des commissaires, et en spécial pour la présidente de la Commission, ça a été un défi douloureux, mais je crois que l'Europe a besoin d'être à la hauteur de ses valeurs et de préserver sa crédibilité. Et pour défendre sa crédibilité, tout d'abord, il faut arriver à la capacité de prendre des décisions demain et après de prendre de bonnes décisions. Donc je fais confiance aux ministres des Affaires étrangères qui vont se réunir demain pour analyser la proposition de la Commission et en même temps qu'on continue à travailler pour assurer la possibilité de concrétiser l'unique solution pour une paix durable et la stabilité au Moyen-Orient, c'est la solution des deux États. Et je salue la décision du gouvernement de Luxembourg et la semaine prochaine, on pourra dire que la majorité des États membres de l'Union européenne ont déjà reconnu l'État palestinien. Voilà, merci. Je souscris à 100% ce que vient de dire le président Costa. La proposition de la Commission a été faite tout récemment, dans les grandes lignes, sur base de tout ce que vient de dire Antonio Costa. Nous accueillons favorablement la proposition de la Commission. Évidemment, nous l'allons examiner en détail, mais ça va tout à fait dans la direction que nous soutenons. Et je insiste encore une fois, comme l'a dit le président Costa, nous sommes en désaccord avec la politique du gouvernement israélien et pas avec le peuple israélien et les Juifs en Israël et dans le monde. Pour enchaîner justement, aussi vous, Monsieur le Premier ministre luxembourgeois, Monsieur Frieden, vous avez déjà plaidé plusieurs reprises de revoir le fonctionnement du Conseil avec l'unanimité. Vu la situation justement avec les blocages qui existent sur l'Ukraine
et aussi maintenant sur Gaza et le gouvernement israélien. Dans quelle mesure vous avez évoqué ce dossier aujourd'hui et quelles sont les démarches à l'avenir pour trouver justement une solution pour que l'Union européenne puisse prendre des décisions plus incisives à 27 ou à 26 à majorité qualifiée? Et la question va à vous deux. J'ai toujours estimé qu'en matière de politique étrangère, l'Europe doit être efficace, l'Europe doit être visible, et donc évidemment, il faut réfléchir sur les modalités de décision. Et je crois que sur un certain nombre de ces sujets de politique étrangère, une Europe à majorité qualifiée serait plus forte. Néanmoins, je voudrais également dire, sous l'autorité du président Costa, l'unanimité ne nous a pas empêchés d'avancer, parce que sur les nombreuses déclarations sur l'Ukraine, ce n'était pas seulement des déclarations, c'était des décisions, nous avons trouvé un modus vivendi avec celui ou ceux qui ne partageaient pas l'ensemble de nos décisions. Et donc, je crois que l'Europe était très unie sur le dossier ukrainien, elle l'est toujours. C'est d'ailleurs un soutien très fort et très important pour l'Ukraine face à la Russie de savoir l'Europe derrière elle. Et donc, je crois que nous avons montré que l'Europe fonctionne même à l'unanimité et en même temps, évidemment, aussi dans un contexte d'élargissement que je souhaite, je crois qu'il faudra revoir certaines modalités des décisions, mais vous savez comme moi que ça c'est un long chemin et qui est très difficile parce que changer des traités, that's a lifetime work. Donc je crois qu'il faut surtout être efficace et nous le sommes et nous continuerons à l'être même si l'un ou l'autre a des difficultés à suivre, mais j'observe vraiment qu'ils ne nous ont pas empêchés d'avancer. C'est vrai, et il faut tenir compte que notre Union est composée de 27 États membres, 27 États souverains, avec de différentes histoires, différentes cultures, différentes positions géographiques. Et donc, le normal, c'est que chacun porte sa propre politique extérieure. Et donc, cet effort de bâtir une politique extérieure commune, c'est un effort immense. Et ce qu'on arrive chaque jour à faire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, pour moi, ce n'est jamais une surprise si parfois on a des difficultés de trouver des décisions à l'unanimité ou même à la majorité qualifiée. Parce que le plus naturel, en regardant l'histoire assez différenciée, la géographie assez différenciée des différents pays, le normal, c'était qu'on n'arrivait même pas à se mettre d'accord. Mais je suis venu ici quelques mois, le 9 mai, fêter le 75e anniversaire de la déclaration Schuman. Et si on pouvait s'imaginer, il y a 75 ans, qu'on était déjà pas seulement 6, mais 27, avec la diversité qu'on a aujourd'hui, et qu'on arrive à trouver des positions d'ensemble sur presque tous les sujets de la politique internationale, je crois que M. Schuman était vraiment étonné ce que ses successeurs ont fait, s'inspirant dans sa déclaration. Voilà. Eh bien, c'est notre obligation, c'est de donner suite à cette inspiration. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et on va aller chez les étudiants maintenant. Voilà. Parfait. Merci encore.